Ça veut dire quoi résister? Ça veut en dire des choses. Pour moi, résister, je crois que c'est avoir le courage de dire non et de tenir. Et de ne pas plier malgré la pression qu'on peut mettre sur tes épaules, quoi. C'est peut-être pas suffisant quand même, hein, parce que du coup, tenir pour moi c'est inactif. J'ai besoin de plus. Je ne sais pas quoi. Hein. Moi j'ai besoin de faire plus, je ne sais pas quoi. Et que résister, c'est aussi un moyen de ne pas fuir. Je peux pas dire amen à une injustice. J'ai choisi le camp de la résistance. Ton simple nom, c'est comme un supplice. J'ai tué mon juice dans la résilience. J'ai couru au nord et au sud, trouvé la délivrance. D'espoir et de songe, je m'alimente. Un petit chemin avec des pas immenses. Tu me dis, tu fais quoi alors pour ces gens? J'écris des poèmes et je peins le temps. Je ne peux rien à leur fin d'argent, donc je donne mes mots à la lune et au vent. Pour moi, résister, c'est faire face à un système d'oppression qui nous prive de nos libertés, qui nous met dans des contraintes où nos vies ressemblent plus à des vies mais à de la survie. C'est ça, résister. Ça veut dire quoi résister pour moi? Résister, tu ne résistes pas vraiment pour moi. Comment tu arrives à t'adapter? C'est plus ça quoi. Ça veut dire quoi pour nous résister? Bon, moi après j'ai pas l'impression de résister en fait. Ouais, moi non plus, je vis tout simplement. C'est le chemin de la résistance quoi. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mais des choses du réel quoi. Une bonne carotte, une pomme, des dattes, puis une petite bière. Faut rigoler quand même. Je me suis jamais posé la question en termes de résistance, mais on peut la poser comme ça, hein, effectivement. Moi j'ai fait au fond ce que je considérais être mon devoir. Mon droit et mon devoir. Résister, c'est ne pas adhérer au système imposé par une institution ou un fonctionnement, mais faire primer notre philosophie de vie. Résister, déjà, c'est dire non. Non à des choses qui nous paraissent, désolé, mais stupides. Quand je vois des gens porter des masques tout seuls dans leur voiture, je vois des gens en fait, qui ont déconnecté en fait, tout leur esprit critique. En fait. Ils ne se posent plus de questions. Je m'appelle Pierre. J'ai décidé de partir avec une caméra. À la rencontre de Louis, Christian, Mira, Laurent et tous les autres. Toutes ces personnes, j'avais envie de vous les faire découvrir. Parce qu'elles me donnent de l'espoir. Parce qu'elles me font du bien. Parce qu'elles me permettent de tenir. Donc merci beaucoup de me recevoir. Moi, j'ai peu d'importance en moi-même en fait. Je suis que l'outil, hein, l'instrument d'autre chose qui est en train de se jouer quoi. Donc je me suis rendu disponible en fait pour une sorte d'appel quoi à la résistance en fait, un appel à dire il y a quelque chose qui va pas quoi entre la réalité et ce qu'on nous raconte. Ça n'avait plus rien à voir avec ce que je vivais à la fois en tant que médecin et à la fois en tant que citoyen. Donc voilà, moi je suis Louis Fouché, excusez-moi du coup je débarque, hein, je suis un peu quand même avec mon parachute, j'essaie de me repérer un peu. Mais donc je suis médecin anesthésiste réanimateur. Ça c'est ma casquette dans la vie professionnelle et ça m'a permis de m'occuper de malades atteints du Covid. Qu'est-ce qui m'a fait basculer dans la résistance? Une certaine lassitude d'être en colère derrière mon écran, tout seul, et la volonté d'être avec d'autres gens.
de me mettre en lien. C'est prêt, on a tout. Je crois qu'il y a de la soupe. On va prendre un petit thermos de soupe. Ça serait chaud. On va faire une petite marche, donc on prend des choses frugales. En fait, dans ce chemin-là, on va marcher dans la pluie, dans le vent. On va y voir de la beauté. Dès que vraiment ça devenait injuste, c'est-à-dire qu'au départ, si j'ai pu penser que ça allait passer et puis qu'on allait passer à autre chose, de voir qu'en août, en fait, on nous a masqués, en juillet-août, on nous a masqués alors que l'épidémie s'était arrêtée. Pour moi, il y avait vraiment une incompréhension, quoi, une incohérence complète. Quelque chose qui était révoltant, en fait. De voir aussi à quel point il pouvait y avoir un discours catastrophiste, alors que la réalité de ce que j'avais vécu, moi, en réanimation, et de ce que je comprenais épidémiologiquement de toutes les études que je pouvais lire, c'était que globalement, ouais, bon, voilà, ça va, quoi. Et de voir que petit à petit, les gens étaient emmenés dans un discours qui était un mensonge, en fait. Ça m'a... Donc, est-ce qu'il y a eu un déclic, proprement dit? Le masque pour les enfants, clairement, à la rentrée de septembre. Ça, pour moi, c'était insupportable. Mais ça l'est toujours, hein. Ça reste quelque chose qui passe pas, quoi. Pour moi, c'est vraiment de la perversion, de la maltraitance. Et donc, ça traduit ce qu'il y a au pouvoir, quoi. Des gens qui sont maltraitants et qui sont pervers. Et... ouais, donc il y a l'idée de protéger mes enfants, ouais. La doxa du Covid, c'est quoi? C'est cette vision globale qu'on te présente comme la seule façon de penser, c'est à laquelle tu dois adhérer, ce qui serait logique, évident, ça va de soi, machin. Je dis, bah non, ça va pas de soi et tout, c'est une narration, un conte, qui en vaut une autre, c'est pas celui que moi je crois le plus crédible. Bon. Donc cette narration, que j'appelle la doxa du Covid, ça consiste à dire, donc ça démarre en février, ça démarre mi-février de 2020, hein, avec le discours du directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Le SARS-CoV-2 est une menace mortelle pour l'humanité. Donc on va tous mourir. La première affirmation de la doxa, de cette narration, de ce conte, de cette histoire, c'est « attention, on risque de tous mourir ». Bon. C'est faux, bien sûr, c'est faux. Hein. Il y a certaines catégories bien particulières de la population qui sont menacées, et absolument pas tout le monde. Bon. Nous l'avons montré avec mes collègues épidémiologistes et statisticiens, et n'en déplaise aux autres, on a montré qu'en gros, jusqu'à la classe d'âge des 60-65 ans, en 2020, il n'y a eu aucune surmortalité. Les gens ne savent pas ça, parce qu'ils continuent à écouter M. Véran débiter ses mensonges à la télévision. Il se présente, il va dans un hôpital, il demande à ce qu'on mette à entrer dans la chambre de quelqu'un qui est jeune, il se met à côté, il va dire « Ah, regardez, même des jeunes ». Bon. C'est de la manipulation mentale, hein. Mais c'est ce qu'ils font tout le temps. Hein. Donc oui, tu as trouvé un jeune, ouais. Bon, donc statistiquement, hein, sur l'ensemble du pays qui s'appelle la France. Donc le premier élément, c'est la peur. Au départ, était la peur. Donc était l'émotion. Et qui plus est, l'émotion la plus forte. La peur, c'est la plus forte des émotions. C'est l'instinct de survie de base, tout animal, c'est ça. C'est fondé sur la peur et toutes les stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour sauver sa vie. Bon. En fait, c'est une question de méthode scientifique. C'est un vieux sociologue de la déviance que je connais bien, évidemment, Howard Becker, qui disait « Ne demandez pas pourquoi, expliquez comment ». C'est-à-dire que quel est le but d'un scientifique, quelle que soit sa discipline? C'est de rendre compte du réel. C'est d'expliquer, comme disait un vieux présentateur télé quand j'étais enfant, que je regardais la télé, il dit « Alors, comment ça marche ?» Bon, ben, voilà. Deuxième élément, c'est malheureusement, on ne peut rien faire dans l'immédiat. On peut pas soigner. Troisième élément, la seule chose qu'on peut faire, du coup, pour casser l'épidémie, hein, et la contagion, c'est le confinement général. Truc qu'on n'avait jamais vu, hein. Puis t'as beau lire les manuels d'infectiologie, t'as beau taper les rapports qu'il y avait eu à la suite des précédentes épidémies, parce que nulle part il est écrit à la prochaine pandémie qui survient, il faut confiner toute la population et c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Nulle part. Hein. Voilà. Donc on va tous mourir. On ne peut pas soigner. Il faut tous se cacher sous le lit, c'est le confinement, et on ne pourra sortir que le jour où il y aura un vaccin. Au début, la gestion de la Covid, moi j'avais une totale confiance dans les autorités. En plus, bon, Jérôme Salomon avait été mon élève, c'est un gars sérieux, qui aime bien les procédures, que tout soit carré. Donc moi j'ai dit, bon, ça va être géré très bien. Et puis moi j'étais plus aux affaires, donc, parce que moi j'ai quand même géré pas mal d'épidémies et même de pandémies avec le gouvernement pendant des années, donc j'ai l'expérience de la gestion de ces crises. Bon, moi je me dis, bon, à la Direction Générale de la Santé, tout ça, ils savent faire, j'avais pas trop d'inquiétude. Puis après quand j'ai vu que
ça a déraillé dans tous les sens sur les masques, les tests, les traitements, le refus de traiter. Je dis, mais là, on est en plein délire. Et puis, c'est pas une erreur, excusez-nous, là, on n'a pas bien prévu, on corrige le tir. On continue de s'enfoncer, on continue de mentir et on continue sans arrêt, depuis des mois. Là, je me dis, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai commencé à parler dans les médias dès le début. Nous, on sait, puisqu'on étudie aussi les maladies anciennes, la peste de 1720 à Marseille, voilà, qui a quand même marqué l'histoire de Marseille. Mais les médecins soignaient à cette époque. On n'a pas confiné les gens sains, on a confiné les gens malades. Ça, par contre, moi je suis pour le confinement, on est malade, c'est mieux de rester à la maison. C'est évident, mais même à la peste, sous Louis XIV, les médecins ont soigné. Et là aussi, ils avaient des résultats. Parce que quand on a de la fièvre, si on hydrate, on passe le cap. Donc on a soigné, ça sauve des vies. Nous pensions, je pense toujours, que la manière de faire la recherche en maladies infectieuses, c'est de la faire avec les malades au milieu. C'est une vision de la médecine qui est la médecine comme un jeu vidéo. Et moi, j'ai cette impression depuis le départ. On a l'impression que ces gens jouent à des jeux vidéo. Ce n'est pas des vrais malades qu'ils ont. C'est des individus. Ce qui m'a beaucoup choqué dans la crise de la Covid, c'est que quand il y a l'affaire du Lancet, heureusement les médias en ont un peu parlé, mais ils en ont parlé quelques jours, puis c'était terminé. Le ministre est parvenu sur ces décisions qui avaient été prises sur l'article. Et puis dès qu'il y a un article anti-chloroquine qui sortait, on regardait, mais c'était complètement, là aussi merdique. C'était des gens, ils ont eu un comprimé de l'hydroxychloroquine avant de passer en réanimation, ils sont morts de toute façon. C'était du grand n'importe quoi, ces études. Et dès qu'il y en a une qui sortait, hop, ça faisait la une de tous les journaux médicaux et grand public disant ça y est, encore une étude qui montre que la chloroquine ne marche pas. Puis quand il y a des études méta-analyses qui démontrent cette fois-ci que l'hydroxychloroquine marche en analysant tout ce qui est publié dans le monde, pas un mot dans les médias. Je suis désolé, mais la plupart du temps, on est obligé de s'adresser à des gens qui vous posent des questions en étant des pseudo-sachants, qui ont une ignorance crasse. Si on était sérieux, les gens se sont mis à délirer manifestement. Tu prononces le Raoult, tu sais, t'as des gens, c'est comme dans les dessins animés, t'as l'impression que t'as la fumée qui sort des oreilles ou du nez, tu sais, les yeux qui sortent des orbites. Waouh. Les gens sont submergés par les émotions. Voilà. Ou l'autre argument, c'est regarde la photo, Raoult qui pose avec Estrosi, son copain depuis le lycée ou je sais pas quoi. Et alors ? Est-ce que quand je vais me faire soigner chez mon médecin, avant de rentrer, je me dis attends, il a voté pour qui lui aux dernières élections ? Mais enfin, c'est quoi ces conneries ? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça nous dit sur la pertinence de la stratégie de santé publique que le mec propose ? Et t'as pas besoin de chercher bien loin quand même pour t'apercevoir que la stratégie de Raoult, non plus on oublie la personne là, mais la stratégie, ce qu'il propose, effectivement ça mécontente un certain nombre de personnes. Ça mécontente évidemment en particulier les industries pharmaceutiques. À côté de ça, il y avait depuis le début de la crise un des plus influents industriels pharmaceutiques, qui s'appelle Gilead Science. Ils essayaient donc depuis longtemps, ils attendaient la prochaine aubaine au fond pour fourguer leur antiviral, breveté super cher. Un truc qui se fait par injection, donc qui est dangereux en soi, avec l'injection, et qui revient, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est genre $2000 par malade, le traitement. Bon. Et l'autre, il arrive avec 2 boîtes de générique pour 2,60 € en tout, tu vois. Bon. Donc quand même, qui ne comprend que forcément le Raoult venait perturber le petit jeu bien rodé de la pompe à fric des industries pharmaceutiques. Parce que quel produit commercial a pour marché la totalité de l'humanité, qui plus est renouvelable plusieurs fois chaque année? Aucun autre produit commercial n'a ça. Il n'y a pas 100% de l'humanité qui va acheter une voiture. Par contre, il y a 100% de l'humanité que certains veulent vacciner et plusieurs fois chaque année. Le plus grave dans toute cette crise, le plus révélateur de la déconnexion des gens qui nous gouvernent avec la vraie vie et de la déconnexion des gens qui nous gouvernent, des journalistes, etc. C'est ça, c'est le fait d'avoir empêché les soignants de base de soigner les malades de base. Voilà. La vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est quelqu'un qui est malade, qui va voir son médecin, et son médecin qui fait ce qu'il peut pour le soigner. Si à un moment ou un autre, tu prétends lutter contre une épidémie en faisant disparaître cette scène-là,
alors qu'elle est la base, tu ne peux que perdre la guerre. Ce que nous avons fait d'ailleurs. Ouais. Ils ont niqué l'économie de toute la planète pour pas qu'on chope un rhume tous en même temps. Mais j'en ai rien à foutre. Tout ça pour que les vieux puissent continuer de vivoter jusqu'à la prochaine canicule. J'en ai rien à foutre. De tous les comiques du moment, c'est la République en marche, les champions. Ça fait chier. Putain, à peine je viens de claquer 500 balles pour me trouver un faux pass sur Internet qu'ils ont lancé la 3e injection. Ça aussi, ça fait chier. Leur putain de masques obligatoires qui sont aussi efficaces que de mettre des barreaux à tes fenêtres pour arrêter des moustiques. J'en ai rien à foutre. Depuis qu'on fait tout pour nous empêcher de crever, on rêve tous de se suicider. J'en ai rien à foutre. Les épidémiologistes, ils font plus peur que les islamistes. Et ça fait chier. Au lieu d'injecter des milliards pour relancer l'économie, pourquoi ils n'arrêteraient pas simplement de supprimer des lits? Ça aussi, ça fait chier. Alors moi, tous les gens qui critiquent le pass sanitaire, qui disent que le pass sanitaire, c'est vraiment sanitaire, et ceux qui ne pensent pas comme ça, moi je vous le dis, c'est du complot. J'en ai rien à foutre. Mais peut-être que si les Juifs, ils avaient été un peu plus complotistes en 42, peut-être qu'aujourd'hui, ils seraient un tout petit peu plus nombreux. J'en ai rien à foutre. Pareil que pour sauver la planète, faudrait une pandémie tous les ans. Et ça fait chier. Surtout que le coup de la pandémie, ça n'a pas l'air parti pour s'arrêter. Et ça, franchement, ça va devenir un tout petit peu fatigant. Voilà. Merci. Tu vois, ça, c'est les concerts de 2022. Voilà, c'est un avant-goût. À bout de souffle. Le passage de l'ignorance sanitaire à l'autorité sanitaire nous condamne à assister impuissants à l'injustice d'une politique arbitraire de la force et du désordre. On n'accueille plus, on concentre, on ne nourrit plus, on gave, on ne partage plus, on confine. Si vous circulez aux heures qui révèlent le vrai visage du monde, entre chien et loup, les seules enseignes ouvertes sont les centres commerciaux et les établissements de restauration rapide. Le reste a disparu, sommé de fermer pour nous protéger de nous-mêmes. Nous sommes notre pire ennemi, voilà le message. Ces hommes de raison, ces hommes de santé qui nous obligent à fermer pour nous protéger de nous-mêmes, nous savons qu'ils sont malades. Leur maladie, c'est la peur. Leur maladie, c'est la peur de la santé d'un corps malade. Leur maladie, c'est la peur de la maladie d'un corps en santé. Leur maladie, c'est notre fièvre. Nous sommes prisonniers de leur définition de la santé, de leur codex linguistique, de leur absence de culture. Cette obsolescence programmée de nos êtres, nous ne l'acceptons pas. C'est pourquoi nous continuerons à nous soigner avec les forces de la musique, de la danse, du cinéma. Pensez les salles de concert, les théâtres, les cinémas comme des territoires d'abondance, de vie, de soins. Notre cinéma est un lieu vivant. Notre cinéma est un organisme vivant qui organise la pensée, la parole, la mémoire. Le 15, 16, 19 et 20 décembre, nous soufflerons sur les braises de notre cinéma et nous vous invitons à venir partager cette modeste et déterminée résistance. J'essaye de travailler la paix, la bienveillance, etc. Mais je suis quand même en colère. Je suis quand même en colère parce que on n'a rien demandé et que ça dépasse l'entendement, quoi. Je veux dire, à un moment, il y a des choses qu'on a laissé faire, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire en fait de leur côté, mais à un moment que ça vient taper à ma porte, ça me dérange. Ça me dérange. Ouais.
Vous allez vous faire arrêter par la police là? Je crois. Mais la question c'est pas ça, la question c'est est-ce que la police n'est pas avec nous? Ou parmi nous? Voilà. Je suis en visite médicale là. C'est Mirabelle qui m'a appelée parce qu'elle était un peu malade. Des fois c'est pire. On va s'avancer un peu, mais si tu veux. Attention de payer. Ma façon de résister est d'ouvrir comme ça de temps en temps, d'afficher au maximum. Et puis voilà, ouais, c'est ma manière de résister, c'est de garder la pêche et de m'informer au maximum pour mieux comprendre le monde dans lequel je vis en fait. Et ouais, c'est clair. Mettre de la musique, rencontrer du monde, continuer à vivre malgré tout, c'est une manière de résister tout à fait. C'est tellement gros, c'est tellement moche, la vie dans laquelle ils veulent nous mener qu'on ne pourra pas laisser faire ça. On fera partie des générations qui vont dire stop à tout ça. J'espère en tout cas. Là, on se réunit dans l'amour de l'homme avec un grand H, on se réunit dans la bienveillance, on se réunit dans la vie, quoi. Dans la vie. Enfin, peut-être de la lumière. Yes, Depuis les terrasses du port, c'est très rapide, il faut traverser la place de la Joliette. Oui, c'est qui monte d'abord et qui descend sur le vieux port, c'est ça, effectivement. D'abord, j'ai commencé par voir qu'il y avait un article qui racontait que des foutaises sur le Covid, et ça m'a mis très en colère. Donc du coup, j'ai arrêté d'accepter la narration de manière systématique du conseil scientifique et du gouvernement. Ensuite, quand les masques est arrivé en population générale et à l'université, j'ai complètement refusé parce que c'est une entrave à mon enseignement, tout simplement, et que c'est le fait de m'imposer une croyance en une prophylaxie qui n'a absolument aucun intérêt, qui n'a jamais fait ses preuves d'aucune manière. Et donc là, j'ai pris mon rôle à la fois d'enseignant et de penseur critique, si tu veux, en proposant, pareil, une autre manière de voir la crise que ce qu'on veut bien nous dire, et en particulier en proposant aussi aux étudiants de réfléchir un peu par eux-mêmes et de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ça. Et puis donc après, l'administration suspend mes cours, on m'empêche d'enseigner, on met en place une sanction disciplinaire. Donc ce rôle d'enseignant-chercheur, aujourd'hui, je l'emploie effectivement de manière professionnelle, parce que je pense que c'est mon rôle au nom de la Constitution, eh bien pour produire une information fiable, critique, mesurée, objective, scientifique sur eh bien ce qu'on nous présente de la situation du Covid.
Marseille Université. Voilà, là, il n'y a personne en plus. Alors, tu vois, quand c'est vivant encore, tu vois, ça donne l'idée qu'il y a des gens qui vivent là, qui étudient, tu vois, qui sont... Mais là, tu vois, il n'y a rien. C'est d'une tristesse, c'est la mort, c'est la désolation, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça, le confinement, c'est ça, les étudiants qui peuvent plus étudier à la fac, qui sont obligés de rester chez eux. Et ces bâtiments-là, en fait, j'ai l'impression qu'ils vont tomber en ruine. De toute façon, la logique du truc, si tu suis effectivement la logique de la distanciation sociale, donc tout va se passer par Internet, par Zoom, par ce que tu veux. C'est pour ça que supprimer toutes les fêtes étudiantes, tous les vies étudiantes, si tu veux, c'est les empêcher de vivre, c'est juste les empêcher d'être des étudiants normaux, quoi. Voilà, c'est ça qu'on nous propose comme modèle, sûrement pour le reste, pour l'avenir, quoi, tu vois. Donc ça c'est flippant quand même, c'est assez flippant, quoi. Je n'ai pas envie d'être dans un monde où on prend des mesures basées sur l'absurdité. Le confinement, dès le début, on a bien vu qu'en Suède, ils ne portaient pas le masque. Le masque était porté peut-être 5-10% maximum, hein, c'est les chiffres. Alors qu'en France, c'était plutôt 80-90%. Ils n'ont pas eu plus de problèmes. Ils n'ont pas fait de confinement, ils n'ont pas eu plus de problèmes. Ils disent après, ah oui, mais il y a une densité de population qui est bien moindre. Mais les gens ne vivent pas au niveau du cercle arctique en Suède, ils vivent dans des villes. Et le taux d'urbanisation est même plus supérieur à celui de la France. Et moi, le combat, ce qui m'embête, c'est que finalement, les gens souffrent. C'est pas l'épidémie, finalement, le problème. C'est la situation sociale. Oui, on va dire, alors moi je ne m'occupe pas de politique, mais par contre de voir 600 milliards de dépensés en mesures absurdes, je me dis que je préférerais que ça soit investi dans de l'éducation, dans des hôpitaux. On aurait pu faire des choses énormes avec ça. Et ça me choque parce que ça me pénalise et je n'ai pas envie de vivre dans un pays déclassé à cause de mesures absurdes. Donc voilà pourquoi je résiste. Si mes enfants me disent, mais pourquoi toi papa, t'avais le devoir de protéger ceux à qui on essaie d'imposer au nom de la science des idées complètement foutraques, pourquoi t'as rien dit? Tu savais, t'étais au cœur de cette parole-là, pourquoi t'as rien dit? J'ai une grande liberté, j'ai une grande indépendance, mais j'ai aussi une grande mission, basée sur une vraie réflexion, et c'est là, je peux rien faire d'autre que d'aller jusqu'au bout. J'ai le pardon facile, demande l'asile et je tends les bras. Je me fous de ton avis, je gère ma vie, mais je n'oublie pas. Quand je croise dans la ville, à fond la musique, je me tire de là. Je ne veux plus subir, assez de sortir le pire de moi. Ces derniers temps, j'ai eu des coups de mou. Peut-être j'ai plus de mal à encaisser. J'ai pas vécu que des trucs de fou, mais bien assez pour être blessé. Faudrait que je pleure, mais rien ne sort. Je ne me cache pas, j'accepte les failles. Les mots toxiques partent dans les spams. J'aurais pu devenir un roi d'Espagne. Vidal Oca avec les rois des stades, mais j'ai compris, je parle dans le vide et je prêche dans le désert comme le roi des sables. Tu me vois avec les bras ouverts, lorsque je te croise, oh mec, tu dérailles, passe ta route et adoucis le verbe, on se reverra lors de nos funérailles. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors le rap, il a des racines profondes qui sont en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique surtout. Mais toutes les formes de rap anciennes, en fait, les rappeurs du XIIe siècle à Bagdad, en Afrique, en Europe, certains troubadours, c'est le job de journalistes aujourd'hui. Ils racontaient des histoires. Alors, ils racontaient des histoires de leur village, ils racontaient des histoires d'hommes et de femmes, ils racontaient des histoires d'amour, d'actualité, de drame. Mais ils racontaient des histoires. Et j'ai toujours dit que le rap, en fait, c'est une forme de témoignage et de journalisme personnel et d'échanger des idées, d'échanger des visions et un vécu. Pour moi, résister, c'est aller à l'encontre de ce qu'on m'impose et de lutter de par ses idées et de par ses actes contre une forme de dictature. Dictature. On te dicte quelque chose. Comment marcher, comment faire. Si ce qui te dicte, ce que un gouvernement ou tout autre organisme, l'OMS par exemple, te dicte, ne te paraît pas raisonnable, alors je rentre en résistance. Dans mon comportement, dans ma manière d'agir tous les jours et dans ce que je dis, dans mes mots. J'ai tout retrouvé, j'ai même retrouvé récemment mes textes de 84-85 carrément. J'étais ému.
J'avais des larmes aux yeux. Dans le prochain, il y en a un qui s'appelait J'ai vu le docteur. Je pense qu'il t'a écouté. J'ai repris un morceau de Doc Gynéco, viens voir le docteur, et j'ai vu le docteur. Silence brisé. Ce que j'ai fait pendant, par exemple, la crise du Covid, et ce qu'ont fait les potes d'Ayam pendant la crise du Covid, de prendre des positions, c'est mettre en danger sa carrière, son métier, ses revenus, pour la communauté. J'ai aucun intérêt à faire ça. Où est mon intérêt? J'en ai strictement aucun. Strictement aucun. Je ne vais pas, d'un coup, me rallier 10 milliards d'acheteurs de mes albums parce que je prends position. Et j'étais très triste de voir que la communauté culturelle a très peu pris position. Merci, j'ai plus envie d'y aller. J'ai plus envie d'y aller, démerdez-vous. J'ai plus envie. Je ne jouerai pas. C'est simplement le public que je ne veux plus. C'est quoi le spectacle? Je vais le faire jusqu'au bout, j'en ai rien à branler. Au pire, ça me fait une répétition pour les dates importantes. Putain, mais rigolez quand c'est marrant! Les artistes, une fois qu'on est professionnel, on est intermittent du spectacle, c'est-à-dire qu'on est payé par le chômage. Bon, ben là, on n'avait plus trop les cachets, mais on n'avait que le chômage, donc on est payé à rien foutre. Et ce qui est pour nous une bonne raison de fermer nos gueules. Hein. C'est pour ça qu'aucun artiste bronche vraiment par rapport à tout ce qui se passe. On est payé, donc on n'a aucune raison de pleurer. Nous avons Héloïse, nous avons Camille et nous avons Vincent. Ce sont vraiment vos prénoms? Mesdames et messieurs, y aurait-il de la magie dans l'air, hein, puisque j'ai l'impression que je t'attendais Héloïse, je t'attendais Camille, et Vincent est rentré avec le pass sanitaire de Aurélien. Voilà. T'es comme un con, hein? Peut-être que contrairement à ce que je vous disais à l'instant. Je me souviens avoir vu passer une intervention du grand Jacques Attali, qui n'a pas perdu une élection quand même depuis 81, qui incitait les artistes à se préparer à continuer leur métier à travers le live stream. Pas mal ça. C'est des opportunités. Hein. C'est une opportunité, ouais, effectivement. Mais je crois que je préfère. Je crois que je préférerais faire autre chose à ce moment-là, mais quelque chose que j'aime pas. Désolé, ça je suis obligé de le faire. J'ai demandé une subvention européenne à la musique expérimentale. Et le problème c'est que je l'ai eu. C'est bon, tac, 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 paf, paf, tac, paf, paf. Oh, c'est génial. Ça va bien te faire reculer. Mais nous, on l'a vu en tant qu'artiste. Hein. C'est-à-dire que nous, on a parlé pour les autres, on a embrassé une cause pour recouper, on a parlé pour la restauration, tout ça, mais personne n'a parlé pour nous. Hein. La culture privée, tout le monde s'en est foutu, mais d'une force incroyable. Moi, j'ai des gens dans les équipes qui n'ont pas eu un revenu en 2 ans. Là, on peut être, au bout d'un moment, face à des gens qui peuvent basculer dans le radical, parce qu'ils n'ont plus à donner à manger à leurs enfants, parce qu'ils ne peuvent plus faire face à leur vie, et parce que la société n'est pas solidaire avec eux. Parce que même les aides ont été extrêmement inégalitaires. Dans la crise Covid, il y a des gens qui se sont enrichis, y compris avec les aides. Et y compris dans notre équipe, on a des disparités. Ceux qui ont le statut d'intermittent ont traversé cette crise-là. Ceux qui sont auto-entrepreneurs ont morflé comme c'est pas permis. Pourquoi je suis venu à la manif? Parce que je pense qu'à un moment, c'est important d'assurer une présence, c'est-à-dire de montrer que face aux événements qui arrivent, on est là et on fait acte de présence. C'est le pays de droit, le pays de la liberté. On n'est pas des Chinois. On n'est pas des Chinois. Pour la première fois que je faisais une manif de ma vie, j'ai vu ces gens qui avaient presque tout perdu,
ou qui sentent qu'ils sont sur le point de tout perdre. Ça me fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Parce que de temps en temps, on a tendance à être stigmatisé, il faut culpabiliser, c'est nous les égoïstes. C'est le contraire. Venez me voir comment je travaille, venez voir si je suis égoïste. C'est pas le cas. Moi, je suis content de voir tout ça, que le peuple est capable de se réunir autre que le truc final de Coupe du Monde. C'est là, maintenant, que ça se joue, les gars, l'avenir. C'est nous, l'avenir. Tous unis, les gars. Allez, descendez les voitures. Joignez-vous à nous. On a besoin de vous. Liberté, 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 liberté. Que faire maintenant? Bon, moi je fais ce que j'estime être mon job, donc je vais dans les manifs où il y a des gens vaccinés, hein, je précise bien pour les idiots qui pensent que c'est blanc ou noir, les gentils, les méchants. Il y a plein de gens vaccinés qui disent cette discrimination est odieuse. Hein. J'ai des photos, moi je vais dans les manifs, je prends des photos. Ce sont des supports à investigation pour les chercheurs. Mais là non, là il n'y a plus rien de tout ça. Donc quand on te dit pas en plus que tout ça à nouveau c'est noyauté par l'extrême droite ou le dernier truc à la mode, le point Godwin absolu, l'antisémitisme. Sérieux? Sérieux, tu lis des articles entiers où on te dit « Oh, les méchants manifestants du samedi, hein, c'est des antisémites. » En fait, on nous prend vraiment pour des cons, hein. Enfin, c'est hallucinant. Et donc, tous ces journalistes de bureau, et aussi tous ces intellectuels de bureau, hein, t'as qu'une envie de leur dire « Mais c'est les gars, allez sur le terrain, dans la vraie vie, allez parler aux gens. » Moi, je suis dans la manif, j'ai pris des tas de photos, tu sais, tous les gens qui avaient des panneaux, des pancartes, c'est des archives très importantes. Ah, j'ai cherché, hein, mais j'en ai pas vu un. J'en ai pas vu un où il y a le début de quelque chose qui laisserait penser que peut-être il y a une pensée d'extrême droite derrière. J'en ai pas vu un. Voilà. Ou alors, tous les gens qui disent « je suis pour la liberté » sont d'extrême droite. Ah bah merde alors. On va être nombreux alors, hein, l'extrême droite. On va être vachement nombreux quoi. France 2, TF1, CNews, Canal+, Libération, vous êtes la corruption. Ouais, vous n'avez rien à faire là. Vous allez relayer de la merde. Et les journalistes régionaux, vous êtes des pro-estrosi, vous êtes tous pourris. Je suis désolé. Non, mais je leur explique la position. Il fallait les chercher à les faire crever. Et maintenant, avec leur vaccin qui enlève l'immunité naturelle, ils vont faire crever les enfants. Enfin, maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Mais pourquoi ils voudraient faire mourir les gens? On est trop de monde. Et une vraie guerre, ils ne peuvent plus la faire. Ils ne peuvent plus la faire, une vraie guerre. C'est du pain béni pour vous. Hein. Il y en a qu'un qui peut nous sauver, c'est Poutine. À l'école, vous disiez... C'est terrible. Hein. Tout ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous avez passé, c'est les gens ce qu'ils ont dit, est-ce que ça va passer à la télévision? Mais les gens n'ont qu'à s'exprimer, vous parlez, venez nous dire ce que vous avez à dire, et après vous pouvez vous faire si on passe pas. Mais là, tous les gens qui ont besoin de parler, ils ne veulent pas parler. Ce qui s'est passé avec les journalistes, c'est... alors, j'étais pas dans le cœur de l'action quand c'est arrivé, mais à ce que j'en comprends, il y a un groupe de personnes qui ne souhaitaient pas la présence de journalistes. Parce que on leur reproche de déformer la réalité et de présenter un message biaisé, orienté. Tout à l'heure, on voyait des journalistes qui cherchaient à avoir tous les points de vue, venir capter les vraies raisons qui amènent les gens à manifester un mécontentement. Je pense que c'est un exercice super difficile. C'est pour ça que le journalisme, c'est un métier vachement compliqué, je pense. Réussir à faire exprimer aux gens ce qu'ils ne sont pas capables d'exprimer par eux-mêmes, c'est un sacré exercice. Sur la presse, on est dans une information qui s'auto-terrorise. C'est-à-dire que tellement les gens ont peur de sortir du rang et de se faire saquer que tout le monde dit et répète la même chose. J'ai envie de rappeler, c'est que je suis contre le vaccin, parce qu'il est important par exemple. Je pense que l'information, le problème, c'est que l'APQR, comme les chaînes d'information en boucle et privées, appartiennent à très peu de gens. Il suffit que ces gens-là aient des intérêts croisés, soit avec une politique gouvernementale, soit avec une industrie privée,
et vous n'avez plus une information qui est complètement impartiale. J'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui travaille dans une chaîne d'information en boucle très connue. Et je leur ai dit, mais pourquoi au bout d'un moment, vous ne faites pas un journal avec des bonnes nouvelles? Pourquoi vous ne valorisez pas les gens qui font des choses pour les autres, qui aident les autres? Et la personne m'a dit, on perd la moitié de l'audimat. La moitié. Donc, on peut critiquer les journalistes, mais il faut avoir une critique de nous-mêmes aussi, de la société. Est-ce qu'une société qui a mangé 20 ans de télé-réalité, d'informations en boucle et de culture pourrie est capable de se dire à elle-même « on aime de la merde finalement ». Si ce fonctionnement-là ne convient pas, on est tout libre d'éteindre la télé et de pas regarder ça. Faute d'auditeurs, faute d'audimat, cette chose-là cesse d'exister, ça me paraît être vachement plus constructif. C'est Coluche qui disait, mais vous savez que sur la télécommande, vous avez le bouton off. Vous allez me dire, mais l'ensemble des gens, ils sont hypnotisés quoi, par le joueur de flûte de Hamelin. Attaquez-vous à l'hypnotiseur. Déconnectez les réseaux. Déconnectez Internet. Vous pouvez le faire en fait, sans nuire à personne physiquement. Mettez dans votre poche les outils du pouvoir. Pensez que les directeurs d'ARS, etc. sont contents de ce qu'on leur fait faire aujourd'hui. Pensez que les professeurs, les instituteurs sont contents de ce qu'on leur fait faire aujourd'hui. Bien sûr que non en fait. Et pour l'immense majorité d'entre eux, ils sont persuadés qu'il y a un problème. Ils sont juste pour un grand nombre d'entre eux hypnotisés. Bah voilà, en fait l'hypnotiseur, faut le faire taire quoi. Si j'ai peur qu'on m'arrête, si je veux qu'on me traite, mais on n'a jamais kiffé autant de soleil qu'après une tempête. Positive attitude, car il fait beau après le déluge. Non, ça vient du sud, je veux que t'écoutes, je m'en fous de ton jugement. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Et merci. Les gens qui nous sont opposés sont persuadés qu'on est des complotistes, des anti-vax. Dans mon entourage, dans ma famille, j'ai des gens qui sont vaccinés, triple vaccinés, et j'ai des discussions avec eux. Sauf que quand ils ont des effets secondaires, maintenant, j'ai pas de colère vis-à-vis d'eux. Je suis très peiné. Quand j'ai mon ami qui a une hémiplégie, je suis extrêmement peiné. Quand j'ai des gens dans mon entourage qui ont fait plusieurs malaises liés à la circulation du sang, je suis très peiné. Quand j'ai un de mes meilleurs amis qui a plus de globules rouges, je suis extrêmement peiné. J'ai de la peine. Ça s'appelle l'empathie, c'est la base des relations humaines. Donc au début, je sais pas, tu disais à Wuhan quand même, il y a quand même 2 laboratoires de haute sécurité où on fait des manipulations génétiques. Et notamment parce qu'on cherche des vaccins. Et très vite, tu as des gens qui sont arrivés, comme Montagnier, comme Henri Ancaude, qui ont dit, mais excusez-nous, nous on est généticiens, et on dit, mais c'est pas naturel cette séquence-là. Comme disait Michel Rocard, avant d'aller chercher le complot, faites toujours l'hypothèse de la connerie. Hein, voilà. Et je pense ça, et je pense tout à fait ça, la connerie et l'incompétence. Donc non, c'est pas être complotiste de dire que les accidents de laboratoire, ça arrive en fait tout le temps. Quand à Arte, dans le journal, on me fait un désintox, ça veut dire que ce que je dis, ça intoxique les gens. C'est grave de dire ça. Ça veut dire que ma parole est nocive. Parmi les trucs les plus classiques de la propagande, il y a mettre les gens en situation d'injonction paradoxale ou les mettre sous la pression d'un chantage. Vacciner ou reconfiner. Oh, c'est merveilleux. C'est l'archétype du chantage de la propagande, l'archétype même. Avec nous ou contre nous? Soutien du gouvernement ou soutien de l'extrême droite? Donc en fait, c'est ça, tu n'as pas le droit de... Soit tu es Macron, soit tu es Le Pen. Alors, quand c'est les macronistes ou les lepénistes qui disent ça, tu les comprends. Bien sûr, eux, leur souhait, c'est de se retrouver l'un contre l'autre à la fin, machin, pour faire le dernier match de boxe final. Mais quand tu n'es ni l'un ni l'autre, je ne suis ni macroniste ni lepéniste, quand tu n'es ni l'un ni l'autre, il ne faut pas accepter ça. Voilà, mais pour terminer, en ce qui me concerne, j'ai commencé, j'irai jusqu'au bout, je suis fait comme ça, j'ai peur de personne, comme dans la blague, et c'est vrai, et puis j'arrive au bout de mon enquête, je vais faire mes bouquins,
et j'estimerai que j'ai fait mon taf. Et donc résister, c'est ça? C'est arriver à dire, mais moi je suis un roc là-dedans. Et je vais me faire poncer, je vais avoir des formes de plus en plus douces, quoi. Comme les rochers en Bretagne Nord, à Ploumanac ou à des endroits comme ça, à Perros-Guirec. À la fois, je pense que la crise qu'on traverse, elle est nécessaire, en fait. Elle est non seulement nécessaire, et utile. Utile à construire ceux qui doivent bâtir le monde de demain. Et les matériaux qui doivent bâtir le monde de demain. Ouais, non? Faut pas que je glisse sur le cul là, en pleine caméra quoi. Je fais souvent référence à la Horde du Contrevent, hein, de Damasio. J'aime bien ce truc là, on part un peu à gauche là. Et parce que ils marchent, et c'est dur. Ils marchent ensemble. Et il y en a d'autres, ils volent quoi. On a l'impression qu'ils peuvent aller en avant, en arrière. C'est les éoliens. Non, c'est ça, je crois. Ouais. Et ils ont des bateaux à voile dans les airs qui permettent d'aller n'importe où. C'est trop facile en fait. C'est trop facile. Il l'a dit Yoda. Le côté obscur de la force est plus rapide, plus facile. Mais on ne cherche pas ni la facilité, ni la rapidité. Donc la résistance c'est en lenteur, mais c'est pas facile. Le centre de mon art pénétre, étale son pouvoir, la puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la peine d'envie vers toi. Je vais explorer le royaume de tes cœurs, en devenir le dictateur, pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui, campe sous le charme, pour le meilleur lendemain. Pour les rebelles, la force est trop forte, je balaye les petits émois, comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis, ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion des bas-fonds du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émergé du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qui contemple Mars. De l'obscur au côté, le temple des vapeurs. Ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur. Sentir la chaleur de l'obscurité pour toi il est l'heure de rejoindre la paix des guerriers de l'ombre. Ne sens-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est la bien tuer. Pourquoi vouloir lui résister sans peine, je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'ordre dans la noire, sur la plus pure de l'empereur. Et à bord les couleurs du côté obscur. La force est noire, noire comme le château. Pointe les dents là, notre drapeau. Voici, sous les feux, la vérité est marquée, fière. Obscur, la force est noire, noire comme le château. Flotte les dents là, notre drapeau. Voici, sous les feux, la vérité est marquée, fière. Obscur. Il y a une technique en yoga qui s'appelle le sankalpa. Le sankalpa, c'est le souhait, le vœu. Ça consiste à poser ce qu'on veut en fait pour maintenant et pour le futur. Et ce qu'on veut de manière très pratique et pragmatique. C'est pas un truc, c'est pas la paix dans le monde quoi. Non, un truc précis. Donc le soir, le matin, vous pouvez faire un sankalpa et après l'oublier. Ça pourrait être d'imaginer comme vous avez envie d'être dans cette histoire. Et puis de poser comment vous souhaitez que les autres soient, ceux que vous aimez et puis ceux que vous n'aimez pas. Ça paraît bizarre de faire ça, mais en fait c'est vos croyances limitantes qui vont vous arrêter. Vous voudriez que ce soit parfait quoi, comme ça doit être parfait. Et puis enfin comme vous avez envie que le monde autour de nous soit parfait. Puis travailler à ça matin et soir.
J'ai pas voulu me faire vacciner. D'abord parce qu'on m'y a obligé. On m'y a obligé pour pouvoir continuer de travailler, donc ça déjà de base ça me plaisait pas. Et puis voilà, on m'oblige à me vacciner avec un vaccin. L'argument c'était pour protéger mes patients, ce qui était entendable, sauf que c'était un vaccin qui empêchait pas la contamination, donc voilà. Donc déjà je trouvais ça complètement aberrant. Donc un vaccin qui est censé qui protège pas de la contamination et qui protège peut-être des formes graves, alors que moi je suis pas un sujet à risque, je trouvais ça aberrant. Voilà. Est-ce que ça me fait du bien de dessiner ? Ça fait pas du bien, c'est un besoin. Je sais pas si ça fait du bien. Vu que c'est plus un loisir, c'est une façon de s'exprimer, c'est tout. Moi, je suis illustrateur et motion designer. J'ai jamais eu d'engagement politique ni quoi que ce soit, parce que j'y croyais pas trop. Et les contraintes, elles deviennent tellement fortes qu'en fait, au bout d'un moment, on te force, enfin déjà on t'exclut de la société, et après on te force à en avoir parce que c'est la seule manière de résister, quoi. C'est la seule manière de tenir le coup en faisant des choses. En fait, tu subis tellement que tu as besoin d'être acteur à un moment donné. Et donc c'est pour ça que tu commences à créer des choses pour des gens qui sont alternatifs ou dissidents, parce que tu n'as pas le choix, en fait, t'es exclu déjà. De fait, t'es exclu, même si au début tu voulais pas être acteur, en fait on te met dehors. Donc voilà, tu es obligé de recréer ton monde. Et ton monde, il passe par créer des choses pour des gens dont tu partages les idées et les valeurs. Moi, je suis allée manifester parce qu'il fallait le faire, hein, c'est tout. J'avais jamais manifesté de ma vie, j'ai fait 2 jolies pancartes, évidemment, j'ai peint 2 trucs, tout le monde m'a félicité, j'ai fait une Marianne très sympa en pleurs, avec un joli texte. Bon, pas de moi évidemment, je l'ai emprunté à Rousseau. Mais voilà, c'était sympa. J'ai fait ce que je devais, puis j'ai aussi acheté des roses que j'ai données aux policiers. Quand tu touches à un être humain, à la liberté d'un seul être humain, tu touches à l'humanité tout entière. Voilà. On a le droit de douter, on a le droit de penser que peut-être ce vaccin, c'est pas le top. On a le droit. Le doute, c'est pas de la merde. On a le droit de pas tout le temps être sûr de soi. Le doute, on te fait croire que ça te fait pas avancer. Mais si, le doute, ça te permet de sortir du troupeau. Quand tu sors du troupeau, eh ben t'avances. T'es en conscience. Parce que quand t'es dans le troupeau, ben y en a un qui se jette de la falaise et tu sautes avec. Voilà, super. Donc, oui, je suis allée manifester parce que moi j'ai des doutes. Et qu'au lieu d'annihiler la pensée de l'autre, tu vois, ce que l'autre pense, moi, mon doute, il permet, je pense, d'enrichir l'altérité. Voilà. Il permet de proposer peut-être autre chose, une autre solution. On nous ment. Tout le temps. Quand j'ai fait les quelques manifs à Nice, la première manif, il y avait beaucoup de monde. Et du coup, tu entends qu'il y avait une poignée de personnes. On ne peut pas faire comme ça. Et ça doit s'arrêter. Pour les enfants, mettre un masque à un enfant de 6 ans. Je voyais, il y a une femme. Les profs qui rentrent dans ce truc-là, ils culpabilisent l'enfant. C'est à cause de toi que ta grand-mère, elle est morte. Toi, professeur, maîtresse, qui punit l'enfant de 6 ans qui baisse son masque pour respirer,
Tu donnes des jetons pour respirer à un enfant. Qui tu es pour faire ça? La prise de conscience du dysfonctionnement, elle s'est faite avant. Je savais déjà depuis un moment que je finirais pas ma carrière dans l'éducation nationale. En revanche, il est possible que là, ça a été un accélérateur, c'est clair. Parce que la lourdeur et les contraintes et la privation de liberté et les changements d'ordre tous les 3 jours et les changements de loi, on ne savait plus où on en était, tout le monde était complètement perdu. Il y a eu une prise de conscience aussi sur les besoins vitaux et sur le fait que ça n'était pas acceptable. Voilà. Après, je pense que la raison principale, ça reste quand même d'avoir eu une fille qui a 3 ans et pour qui j'ai d'autres projets que l'école publique. Ma révolte, elle a commencé au moment où ils ont réintroduit le port du masque. Moi, j'étais persuadé que c'était inutile dans les espaces en plein air et tout. Et donc, c'est là où j'ai rejoint Info Covid. Et j'étais persuadé, c'était même avant le vaccin et tout. Je me disais, mais si on commence à dire oui à ça, on va dire oui à tout. Non, mais je travaillais pour les gens qui étaient au pouvoir. Tu vois. Enfin, là, moi, ce qui m'a fasciné, c'est en fait quand tu arrives dans la République en marche, c'est que tu arrives et en fait ils ont BFM TV allumé partout et en fait ils interagissent juste en fonction de l'actualité, quoi. Puis ils sont persuadés de faire le bien, c'est normal. Hein. La finalité, c'est comme tout, c'est de garder ton poste, hein, plus. Je sens une violence en moi. C'est pas bon. Tu vois, j'aime pas être dans cet état-là. Ma fille, elle serait là. Elle aurait fait... pas du tout. C'était une rebelle aussi, ma fille. Alors du coup, quand tu me l'as proposé, je me suis dit que j'étais complètement une femme ordinaire. Avec... vraiment ordinaire, parce que du coup, je suis pas propriétaire, je suis locataire, j'ai eu 3 gosses, j'ai eu du mal, pas de pension alimentaire, j'ai galéré. Oui, mais c'est aussi résister, témoigner. Non, tu crois pas? Parce que c'est partagé. Oui. Et puis peut-être que ceux qui m'écoutent, qui me regardent. Il y a un secret. Oui, qu'est-ce que tu veux me dire comme secret? De se dire que... Qu'est-ce que tu veux me dire comme secret? Ils sont pas tout seuls. Ça fait du bien de pas se sentir seul. Souvent, vous savez, quand on ne fait pas des choix, ce sont les autres qui font les choix pour nous. Comme ça, après, il nous reste des crocs pour les mordre, hein, de devenir un beau chacal, pour lui dire c'est ta faute, c'est à cause de toi si j'en suis là. Donc toute notre éducation à la communication est violente. Donc on va tenter d'aller vers la non-violence. Et on va pas chercher un autre mot en fait pour dire ça. C'est toujours pareil, je vais commencer par ça, d'ailleurs ça fera une belle introduction. Manipuler, ça veut dire manier avec soi. D'accord ? C'est ça que ça veut dire manipuler, manier avec soi. Marshall Rosenberg, qui était une fois amené à travailler dans un lycée qui avait beaucoup de difficultés avec les élèves, ça se passait très très mal, et très souvent les lieux du lycée en fait étaient dégradés, donc les étudiants cassaient les fenêtres, cassaient les portes des toilettes, etc. Et donc lorsqu'il assiste à la réunion des gens qui s'occupent de toute l'intendance et l'administratif de ce lycée, et qu'on lui explose la situation, il les regarde tous et il leur dit moi j'ai une solution infaillible en fait. Vous ne voulez plus jamais être dérangé par les élèves qui sont des casseurs évidents, hein, mais tuez-les tous.
ils casseront plus rien. Donc la CNV, c'est un processus qui utilise beaucoup un mot en fait que je pense que nous méconnaissons assez, c'est l'empathie. Et l'empathie, c'est l'état qui nous permet d'être complètement disponible à l'autre, dans l'écoute, sans le juger. Donc c'est quoi le projet là ? Vous voulez plus qu'il y ait des gens qui réfléchissent, qui se posent des questions et qui sont interrogés par toutes les incohérences et les paradoxes qu'ils entendent ? Bah tuez-les tous alors. C'est facile. Éradiquez ce qui vous gêne. Est-ce que vous pensez que la vie elle sera plus belle une fois qu'on aura éradiqué ce qui nous gêne ? Si vous le pensez, bah, c'est bien. Mais qu'on ne vienne pas nous parler de liberté d'expression et de diversité, de biodiversité, alors qu'on ne parle plus de ça non plus. Ah, le dessin que j'ai fait en bord de route, c'était pas vraiment prévu. Le monde, tu vois, dans lequel ce monde un peu taré qui prend forme autour de nous. Et je vais trouver un petit truc pour insuffler un peu un truc pour que les gens, ça les amène à, tu vois, parce qu'il faut que les gens ils réalisent qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Et donc après, j'ai fait mon petit dessin là-bas, voilà. Et puis j'ai écrit « Il est temps ». Parce que la vie, c'est pas courir après je ne sais pas quoi. Et un jour, il y a des gens, ils viennent chez toi. Tu sais, tous les trucs qui étaient super importants pour toi, tous les trucs que tu as collectionnés, que tu as additionnés, que tu as couru toute ta vie, que tu n'as pas regardé la veille parce que tu voulais le dernier écran truc, le dernier machin. Un jour, il y a des gens, de ta famille ou pas, enfin, ils vont venir chez toi, ils vont mettre tout ça dans des caisses et ils vont tout amener à la déchetterie. Voilà comment ça finit. Il n'y a que ça qui te nourrit, c'est la contemplation. C'est la beauté, c'est l'art, c'est ça l'art. L'art, c'est quelqu'un qui recrée un nouveau monde et ça doit insuffler du sens chez le contemplateur. Quand tu crées, il y a quelque chose, des liens souterrains, pas visibles. Tu sais, quand tu fais les métiers à tisser, il y a tout un enchevêtrement de fils, un truc de fou, un truc de malade. Et ça, c'est ces liens qu'on crée et sans le savoir. Aujourd'hui, vous demandez aux gens à quoi ils aspirent. En fait, il y a une partie des gens, ils aspirent à avoir plus de confort, plus d'iPhone, plus d'iPad. Ok, mais ça forme pas un nous, quoi. Qu'est-ce qui vous nourrit? À quoi vous aspirez? À quoi vous avez vraiment envie de... Vers quoi vous avez vraiment envie d'aller? C'est quoi le fil rouge de votre vie? Et quand on creuse un peu, que les gens qui ont posé cette question-là, de quoi je veux que ma vie soit remplie, quelles que soient les spiritualités, les cultures, je veux que ma vie elle soit remplie de paix, de beauté, de partage, d'échange, de rigolade, d'étreinte, d'aventure, d'amour, de lumière et de joie. Et en fait, voilà, c'est ça le fil rouge, quoi. Elle a cette magie de rassembler, au fait, de rassembler les gens. Moi, à plusieurs reprises, quand je faisais des concerts, je voyais les gens en fait qui s'arrêtaient pour écouter, comme s'ils étaient un peu ensorcelés, quoi. C'est ce moment en fait où t'es pris par la musique, mais tu te poses plus de questions, t'es juste en observation, t'es en pure
observation en fait, tu n'es plus là. Et à la fin de la musique, je regarde, j'aime bien faire ça, je regarde la tête des gens et j'ai vu un moment, c'est comme s'ils se réveillaient, au fait, ils se regardaient tous et au fait, il y a ce sourire, tu vois que ça redonne de la joie au fait à être ensemble. Avec tout ce qui s'est passé, je voyais que les gens en fait se dispersaient et s'éloignaient. Les gens avaient peur les uns des autres. Ils avaient peur du contact, ils avaient peur d'aller vers l'autre. Et ça commence à revenir. Les gens commencent un petit peu à lâcher prise sur ça. Ils commencent à se rapprocher. À se rapprocher, c'est ça. La musique, c'est ça. En fait, ça rapproche les gens. Il y a quelque chose que me disait mon grand-père à chaque fois, et je me rappelle à chaque fois, il me dit l'argent ça vient et ça repart, et ça revient après, lâche prise. Mon grand-père n'a jamais été riche, je me rappelle, il a toujours eu le sourire. Ça veut dire ce que ça veut dire, je ne sais pas s'il a réussi dans sa vie, je pense que oui, parce que le sourire, je pense que c'est quelque chose quand même qui est inestimable. Je viens du Maroc, j'ai grandi à Casablanca. Après, je suis venu faire mes études ici en France, à 18 ans. J'ai fait de l'ingénierie en télécom et réseau. C'était pas forcément pour moi. Je cherchais autre chose, je savais pas exactement quoi à l'époque, mais avec le temps, ça se dessine petit à petit. Je me rappelais une fois d'une réunion avec mon chef, il me disait, il a été franc avec moi, je le remercie pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aussi. Il m'a dit, tu sais, si tu pars demain, on te remplacera. J'ai au final, merci quoi. C'est-à-dire, en fait, on est dans une société où on est tous pareils, on est standard. En fait, on est des pièces de rechange dans un magasin de bricolage, quoi. On me prend moi, on me jette et on prend quelqu'un d'autre, on met à ma place, il fait exactement le même boulot. En fait, notre unicité disparaît alors qu'on est tous uniques. On est tous uniques. Et malheureusement, beaucoup oublient ça. On a tous quelque chose à apporter dans ce monde, tous. On me disait, toi t'as du talent ou toi t'es artiste, on est tous artistes, on a tous du talent. Certains ont eu la chance de le découvrir un peu tôt, certains n'ont jamais eu la chance de le découvrir. Peut-être qu'ils ne le découvriront jamais parce qu'ils ne se donnent jamais le temps de le faire. Dans tous les cas, pour que le monde puisse se reconstruire, il faut toujours passer par une phase de chaos, de destruction. Il faut que ça tombe pour pouvoir reconstruire sur des belles bases, sur des bases saines. Il faut reconstruire. La musique sera là pour apaiser ces gens qui auront peur de ce chaos qui précède une reconstruction. Sachez que si la planète devient un four un jour, moi ça me fait pas peur. Mourir de soif ou asphyxier, ça non plus ça me fait pas peur. Mourir de l'âme stomatose parce que mon stock de boîtes de conserve il est périmé dans ma cave.
ça me fait pas peur. Mourir du Covid-19, même si entre nous, ça me paraît franchement plutôt peu probable. Ça non plus, ça me fait pas peur. Non, moi, ce qui m'inquiète vraiment, le truc qui me fait franchement pas rire, le truc qui me fait le plus flipper, qui serait vraiment le pire du pire, ça serait de survivre en faisant de la permaculture. Au milieu d'une bande de babas colandrilox qui marchent pieds nus pour mieux pouvoir sentir l'incroyable puissance et force tellurique de la Terre. Et quand tu les traites de tarlouses, calmement ils t'expliquent qu'on est tous les enfants de la même énergie cosmique. Et après, ils éclatent de rire tellement pour eux c'est évident qu'en les insultant eux, du coup je m'insulte aussi moi-même. J'ai entendu une fois sur une nuit debout, mais nuit debout pareil, les étudiants chevelus là qui refont le monde, merde quoi. Et mais en gros, ce qui ressortait de ce truc-là, c'était continuez vos conneries avec vos finances, votre politique et vos croyances bidons. Nous, le monde d'après, on le commence maintenant. Merci. Est-ce que vous en voulez une autre? Ok, t'as tout raté, t'as raté la meilleure chanson. Voilà, mais au moins tu t'es pas pissé dessus, ok. Je pense que l'être humain, il n'est pas fait pour vivre seul. Je pense qu'il a besoin de monde, d'interaction, de se voir, tout simplement, quoi. Moi, je pense qu'à l'époque, les vieux, à l'époque, ils pouvaient faire 5, 6, 7, 8 km à pied le soir, tout seul dans la neige, pour aller discuter avec le voisin auprès du feu. Et je pense que maintenant, les gens qui sont tout seuls chez eux, je pense qu'ils sont bien plus malheureux que ce que les vieux pouvaient être avant, hein. Et alors qu'ils n'avaient pas de télé, pas de téléphone, pas d'électricité, rien quoi. Après c'est ma vision à moi. Nous on décide quoi? De vivre simplement, enfin le plus simplement possible, on va dire. D'avoir le moins de charges, d'avoir le moins de charges. Et j'entends le moins de charges, le moins de dépenses à la fin du mois pour pouvoir pas être dépendant trop de notre travail. Et d'avoir une vie plus simple, tout simplement. Une petite maison avec peu d'entretien, du coup. Ouais. Peu de place pour accumuler du matériel. Ouais. Nous, le confinement, ça n'a pas changé grand-chose à notre vie. Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, on peut être dehors facilement. Oui, ici, on peut sortir comme on veut. Finalement, on a même continué à avoir certains copains. C'est sûr, on voyait moins de monde qu'avant, mais... Ouais, il y avait quand même un noyau central qui était là et qui, au final... Parce que justement, on peut pas vivre sans voir les autres, en fait. Pendant le confinement, on n'avait plus de bar, plus de restaurant, donc on n'avait plus de lieu où se retrouver. Et au fur et à mesure, pas du premier confinement, mais des autres confinements, le restaurant s'est totalement arrêté. Et du coup, la vie de village aussi. Et là, on s'est dit pourquoi pas remonter le cercle qu'il y avait à l'époque, quoi. Un cercle associatif. Alors, à toi. Dans la famille incroyable. Mais du coup, il y avait un bon équilibre, je pense, avant. Et c'est quand ce bar-restaurant a fermé que là, ça nous a vraiment manqué. Il manquait quelque chose dans le village. Et même, du coup, je pense qu'il y a des personnes âgées aussi qui se sont retrouvées très seules. Encore nous, on est à deux, même on a une bande de copains et tout ça, mais il y en a qui sont très seuls. Ouais. Et finalement, de remonter ce bar associatif, tout le monde ressort, on se rencontre tous là-bas et c'est important. Mon père, c'est quelqu'un qui passe son temps à regarder les infos, il va être au courant de tout. On dirait que le Premier ministre va l'appeler le soir pour lui demander son avis sur l'économie mondiale, mais c'est pour caricaturer. Il n'a jamais vraiment pris le soin de se rapprocher de ses voisins, de voir quels sont leurs vrais soucis, et s'il peut les aider en quoi que ce soit. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'il n'a pas forcément la main sur ce qui se passe dans le monde, mais il a forcément la main sur ce qui se passe autour de lui, et c'est ça qui est dommage.
Moi, j'ai fait un peu l'inverse. Enfin, j'en suis content. Je pense qu'on apprend beaucoup des erreurs de nos parents, heureusement. Et voilà, je pense qu'on a un rôle à jouer, mais à l'échelle locale. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Restons local. On n'a pas d'impact à grande échelle, on va dire. On a un impact pour... Oui, mais à l'échelle du village, du coup, c'est un grand impact. Mais à l'échelle de notre village, quoi. Je veux dire, mais on peut pas se dire ce qu'on fait va avoir un impact à l'échelle de la France. Non. Mais à la fois, ça pourrait, parce que ça peut donner un exemple. Et si dans chaque petit village, il y avait ce genre d'initiative... Oui, c'est ça. On n'a pas un impact direct, mais on a un impact, voilà, petit à petit, ça fait parler, les gens se font des choses, et voilà. Mais nous, on a l'impression qu'ici, ça va vite. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui fassent. Voilà, en fait. c'est Déjà, ça. nous, on peut faire un petit peu, donc déjà, ça remonte le moral, on va dire. C'est sûr que l'idéal, ce serait que ce soit à très grande échelle, à l'échelle européenne, voire mondiale. Mais c'est sûr que quand on voit la politique actuelle, c'est pas le cas. Donc déjà, on va faire ce qu'on peut nous et espérer que les choses changent. Voilà, mais on peut pas être déprimé parce que on entend ça à la télé, parce que sinon on arrête tout et alors là c'est la fin de la vie. Hein. Oui, attends. Miaou. Mais. L'humanité me fascine. D'ailleurs, pareil, j'en ai parlé plusieurs fois, mais je vais citer Arte en bien, parce que les documentaires sont vraiment super. Il y a un documentaire, je ne me rappelle plus le nom, mais qui parle de l'optimisme. C'est quelque chose qui me fascine. Quand tu regardes bien, l'humanité et l'humain, c'est la seule espèce animale qui est optimiste. L'espèce humaine se projette dans sa vie, pas dans sa mort. Les autres espèces se projettent dans leur survie, dans le fait de pouvoir manger tous les jours. L'espèce humaine a pu, et c'est dit dans le documentaire, a pu coloniser la planète parce qu'elle est déraisonnablement optimiste. Or, aujourd'hui, avec l'anxiété, la peur, parce que on fait face à une guerre de la peur contre l'humanité. C'est ça, clairement. On change la nature de l'être humain et on le rend pessimiste. Ce qui met en danger l'espèce humaine elle-même. L'être humain n'est pas fait pour avoir peur et être pessimiste tout le temps. Il est fait pour être optimiste et trouver des solutions pour se perpétuer, pour évoluer, mais dans le bon sens. Cette crise, déjà, elle m'a apporté de quitter un travail que j'aimais pas. Et du coup, de découvrir plein d'autres choses, quoi. Bah ouais, intérieurement, c'est une vraie révolution. Parce que tu te poses plein de questions, quoi, constamment. Déjà sur toi-même, sur la décision que tu as prise, quoi, mine de rien. Est-ce que c'est moi qui suis en train de devenir folle? Est-ce que c'est le monde autour de moi qui est en train de devenir fou? C'est tellement immense que oui, ça fait un peu peur. La principale peur en général chez les gens, c'est le côté financier et c'est normal. Mais bon, il y a toujours de quoi rebondir derrière, même s'il y a probablement des situations où c'est beaucoup plus dur que dans ma situation, par exemple. T'as quand même toujours cette petite voix derrière toi qui dit qu'il faut que tu fasses quelque chose absolument. Mais en même temps, c'est merveilleux, quoi. Enfin, moi, j'ai énormément de temps passé avec mon fils. Je me suis aussi beaucoup intéressée à des modes d'éducation. Je suis sortie un peu des modèles un peu traditionnels de punition, de récompense, de tout ça. C'est beau, quoi. On a envie de continuer. Pas envie de retourner dans le monde d'avant pour l'instant, quoi. Peut-être jamais, mais... Je sais pas trop comment ça se finit. Le soleil est là.
J'ai commencé à construire une tiny house pour aller un peu plus dans le minimalisme. Dans l'idée, c'était ça. Pour se mettre à l'abri, quoi. Et puis avoir cette petite maison sur notre dos. Et puis voilà, être un peu plus libre. Libre des banques et des crédits. Libre d'aller un peu où on veut. Donc le concept me plaisait bien. On a créé une petite médiathèque associative dans le village pour essayer de faire un peu vivre notre village. On fait pas mal d'événements locaux, quoi, des trucs culturels pour faire vivre un peu le village. J'essaye de cultiver mon jardin. Je me suis mise au yoga. Ça m'a fait un bien. Je suis devenue addict très très vite. Quand j'ai vu le bien-être physique et psychologique que ça pouvait procurer, quoi. Est-ce que je reviendrai à la médecine telle que je l'ai connue? Je sais pas. Elle me satisfait pas, cette médecine. Le fait de ne pas pouvoir venir en aide à une grande partie des patients qui sont tellement en souffrance chronique et où cette souffrance est bien au-delà d'une simple tendinite ou je ne sais quoi. Tu sens bien que dessous, il y a beaucoup d'autres choses à chercher, à traiter. Et en fait, on n'a pas du tout le temps. Et c'est pas en faisant des consultations de 15 minutes top chrono que tu arrives à comprendre ce qui se passe dans l'ensemble de la personne que tu as en face de toi. Et ça, malheureusement, c'est comme ça qu'on fait de la médecine aujourd'hui, quoi. Donc ça me convient plus du tout. Donc ça, j'y retournerai pas. Si je fais de la médecine, ce sera vraiment différemment de ce que je faisais avant. Parce que nous sommes reliés dans le quantique. Parce que nous projetons ce que nous sommes à l'extérieur de nous et que moi je te crée. Je te crée. Et pendant que je te crée, tu me crées. Ma pratique, elle est reliée vraiment à toutes ces thérapies holistiques et alternatives. Donc pour moi, ce qui est important, c'est l'humain dans son ensemble. C'est son état psychique, son état émotionnel qui est relié intimement à notre état physique. Notre corps, il irait super bien si notre cœur, si notre âme et si notre état psychique et mental, il allait super bien. On serait très peu malade en fait, j'en suis certaine. À l'heure où la médecine a fait des progrès spectaculaires, où l'hygiène est rentrée partout dans nos foyers, où nous sommes vaccinés pour un oui, pour un non, où nous avons tous les médicaments dont nous avons besoin, comment se fait-il que nous soyons plus malades qu'avant? Bon, ça, c'est quelque chose qui m'interroge quand même. J'ai toujours l'atout, elle est revenue. Quand est-ce que ton nez il coule en fait dans ta biologie de façon naturelle, on va dire? Et donc, qu'est-ce qui... En fait, ton nez il coule quand tu pleures. De façon naturelle. Mais je pleure plus. Ah, j'ai pas pleuré. C'est vrai, j'ai pas pleuré. Mais j'ai plus envie d'être triste. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Et tu peux accueillir que ton corps, il le manifeste à ta place, en fait. Oui. Tu vois? Oui. Et tu peux lui dire merci, en fait, de te permettre de manifester cette tristesse à l'extérieur. Oui. Les éminents chercheurs japonais ont démontré, chiffres à l'appui, que par exemple, enlacer des arbres, c'est une vraie thérapie. C'est comme s'il était attaqué par des insectes et il émet des essences, des huiles essentielles pour se défendre. Ces huiles essentielles ont des vertus thérapeutiques pour les hommes et les femmes. Ça a été prouvé dans une étude japonaise et chiffres à l'appui. Aujourd'hui, les gens retournent vers ces choses-là parce qu'ils ont compris qu'au bout d'un moment, la médecine fonctionne très bien, les actes chirurgicaux, c'est génial. La médecine moderne a fait d'énormes progrès, on ne vivrait pas aussi longtemps si la médecine... Je ne suis pas anti-allopathie ou anti... Mais je suis pour un combo.
de tout. Et que quand ça ne marche pas à un point A, ben on va à un point B. Et quand ça ne marche pas à un point B, on va à un point C. Un calendrier, un planning, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et voilà. Et je vais mettre mon jeudi naturopathe. Je peux citer l'exemple de mon neveu. Il avait un psoriasis interne-externe. Il avait un traitement qui était quasiment proche de la chimio carrément, parce qu'il était couvert. Et ses genoux ne pouvaient même plus fonctionner au bout d'un moment parce qu'il avait du psoriasis à l'intérieur. Je l'ai envoyé chez une naturopathe. En 3 semaines, ça a été réglé. Alors que de 17 ans à 29 ans, il a passé sa vie à prendre des traitements extrêmement lourds. Ça n'a pas marché à un point A, on est allé à un point B. Et puis demain, s'il se casse la jambe, ben, il ira voir des chirurgiens. Oui, il y a de l'espoir, bien sûr. Bien sûr, ça prendra du temps. Il faut être patient. Je sais qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui disent « oui, mais c'est quand que ça va s'arrêter ?» Ça s'arrêtera aussi quand on arrêtera de penser. Je pense à mon papa, par exemple, qui dit « de toute façon, les hommes politiques, ils sont pourris, on le sait, mais c'est comme ça. » C'est le mal, en fait, de notre monde moderne, en fait, c'est la résignation, qui est complètement l'opposé de la résistance. Avec la loi, il leur pousse des ailes, petite pute Sanja, il devient petit chef. Il n'y a pas longtemps, ça criait fort, libérez-nous. Survient le spectre de la mort, entravez-nous. Tout prétentieux qu'il est, l'humain ne peut pas déclarer la guerre aux règles de l'univers. On se reverra à nos funérailles. Je tiens pas de compte, ce qui compte, c'est ma tenue de combat. Je veux écrire « C'était magnifique » sur ma pierre tombale. Je pense pas à demain, parce que demain c'est le loin. Tiens, dans le côté, même dans la mort, par exemple, moi ce que j'aimerais faire, mes enfants ont trouvé des cercueils en fait, qui sont des cercueils organiques. Et les matières organiques de ce cercueil se nourrissent de ton corps pour faire pousser des arbres. C'est magnifique. J'ai vu ça dans une revue scientifique récemment. Tu fais pousser des arbres. Au lieu d'avoir une tombe où les gens pourront dire « Oh, il était magnifique. Oh, ça y est, c'est fini. C'est derrière. L'univers, il avance. Tu n'es plus là. » Au lieu de dire ça, il y a un arbre à la place. Mais pour moi, c'est ça. L'essence de la vie et l'essence même de la religion, parce que l'esprit de la création de Dieu se perpétue dans le fait que, organiquement, tu peux créer quelque chose qui favorise la pousse d'un arbre. C'est magnifique. Plus de cimetières, des forêts. Ça, c'est un bon projet, ça. Il est sympa, ce projet-là. Faire des forêts à la place des cimetières. Et nos enfants, ils pourront venir se balader sans ce côté-là, de larmoyant. Il est mort, on est mort. Non, des arbres à la place. Je sais pas, je parlais avec un des membres de Réinfo, il disait enfin normalement tu rencontres des gens par leur milieu social ou leur activité professionnelle, quoi. C'est ça ce qui fait que tu rencontres des personnes. Et là en fait tu rencontres des gens juste parce que tu partages une vision de la société qui est commune. Et pour que des gens comme moi soient devenus une forme d'engagement politique, il faut vraiment que, alors que j'y crois pas trop, tu vois, j'ai plutôt espoir. En fait, c'est comme un chien, tu passes dans une rue, il y a un chien qui aboie, il t'aboie dessus. Mais si tu tournes le dos au chien, en fait, il aboie plus. En fait. Toi, tu le regardes plus, il te regarde plus, enfin voilà. Vous ne calculez plus, ça, tout va bien. Oui, ils vont s'épuiser, quoi. On imagine faire l'école là, dans le chalet. Les salles de classe sur les 2 étages et puis la cour de récréation. On
aura l'espace pour mettre le potager, les ruches, le poulailler. Et puis là-haut, on aura deux beaux espaces pour accueillir les enfants. Depuis que je suis petite, je vais être enseignante. J'ai réalisé mon rêve. À 21 ans, j'étais instite. Et j'ai encore plein de rêves pour l'avenir de nos enfants. Ce rêve, il prend forme parce qu'il y a une force dans le secteur. Il y a plein de gens qui répondent présents, qui sont très enthousiastes à l'idée de la naissance de cette école. Autant des parents qui espèrent voir une école naître sur le secteur de ce profil-là que d'autres intervenants. J'ai vraiment l'impression qu'autour de moi, c'est l'ébullition. Ça me donne des ailes. Ah oui, là, je les vois bien, là. Tu les vois, toi ? Il y aura dans cette école des enfants du CP à la 3e, au collège. Voilà. On imagine des groupes d'une quinzaine maximum, enfin, petits groupes, pour pouvoir travailler correctement avec chacun. Et surtout, tous les après-midi, des projets concrets. Voilà, de l'apiculture, du jardinage, des sorties en classe transplantée, du sport, voilà, sans avoir 15 formulaires à remplir en différentes versions. Et voilà. Puis avoir beaucoup de temps. Une école où on ne travaille pas 24 heures par semaine, mais où on accueille les enfants suffisamment longtemps pour qu'on puisse optimiser les temps d'apprentissage. Ils ne sont pas tous disponibles au moment où on l'attend. L'idée, c'est que voilà, s'il n'est pas disponible, il a le temps d'aller faire une pause. Il n'y a pas d'urgence parce qu'il n'y a pas un programme ingurgité en 10 mois pétante. Il faut juste que, pour les générations futures, on essaye de changer ça. Que tout le monde accepte tout le monde tel qu'il est et qu'il y ait plus de souplesse et de liberté. Et on est là, tranquillement. Et on va pouvoir tranquillement détendre ses orteils. Ah, j'ai vraiment hâte. Détendre ses chevilles. Avoir les mollets tout mous. Je rêve de notre premier jour de classe. Qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans? J'ai l'impression qu'il y a tout qui a changé. Aujourd'hui, quand on se rencontre avec les gens qui pensent qu'il y a un problème,
Il y a une amitié inconditionnelle. Il y a comme des frères d'armes qui se rencontrent. Il ne s'est rien passé pour les nantis, il ne s'est rien passé pour les bourgeois, ceux qui ont plein d'argent. Mais pour tous les gens qui sont dans le besoin, c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus violent. Il y a deux visions du monde qui s'affrontent. Ceux qui veulent être confortables, ceux qui veulent surtout pas que ça bouge, ceux qui veulent pas mourir, ceux qui veulent pas se transformer. Parce que jusqu'ici, tout va bien. Tu te souviens de cette phrase? Le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Il y en a, sont en pleine chute et ils s'en rendent pas compte. Ils sont comme dans un vol suspendu, dans un espace-temps qui bougerait pas. Et en même temps conscient que ça chute. À l'intérieur, tu sens que ça frotte, tu sens que dans toutes leurs émotions, il y a quelque chose qui va pas. J'ai confiance dans la vie, qu'elle apporte l'abondance et la joie à partir du moment où on lâche prise. Une pratique quotidienne de sobriété heureuse. Ça rejoint Pierre Rabhi. Hein. Ce que j'essaye de faire là, maintenant au quotidien, c'est pas gagner tous les jours. Des fois t'es en colère, des fois t'as peur, des fois t'as pas envie, des fois t'es fatigué, des fois tu trouves ça injuste. Et en fait je crois que c'est la vie. C'est juste comme ça la vie. Et chaque fois que je me retourne vers mes enfants et que je les vois vivre pleinement la vie, qu'un coup ils vont être en colère, puis qu'il y a une crise, un coup ils vont être super heureux, une heure plus tard. Mais eux, ils chevauchent le fil rouge de leur vie d'une manière beaucoup plus juste que nous quand on veut que ça se passe sans accroc, que ça se passe sans heurts. Ça se passera pas sans heurts. Moi je suis pas collapsonologue, je n'étudie pas l'effondrement. Je fais pas un discours sur l'effondrement. Parce que le logos, c'est le discours, c'est l'étude, c'est la compréhension des choses. Moi, je n'essaie pas de comprendre. Hein. J'essaie de le vivre, de le naviguer. Je suis plutôt collapsonaute. J'essaie de surfer la vague du déferlement totalitaire qui est en route. J'essaie de surfer la vague de l'effondrement qui est en train de nous arriver. C'est plutôt marrant de surfer. Résister. En italien. Résister. Moi, j'ai confiance pour le monde d'après. Il y a un monde d'après. Et ça, c'est grâce à ce monde d'aujourd'hui qu'il y aura un monde d'après. Sinon, on serait toujours dans le monde d'avant. C'est-à-dire sympa, de la merde, quoi. Courir, acheter. Et quand il y a eu le confinement, là, que les gens ont été empêchés d'aller acheter des trucs. Mais quand les magasins ont rouvert, mais c'est la honte. Mais les queues, ils ont dû souffrir, ces gens-là. Puisque ces gens se remplissent d'avoir, on ne se remplit pas d'avoir. Quand on est un être humain, on se remplit d'être. Résister. Faire de ta vie un monde de loisirs, bah, c'est vrai, on vit toujours un peu là-dedans, mais il n'y a pas de finalité en soi, et de consommer à outrance, ça n'a pas d'intérêt. Donc non, il n'y a pas de regret sur le monde d'avant. Quelque part, s'il s'est effondré, c'est qu'il n'est pas viable. Il faut redéfinir ce pourquoi l'espèce humaine fonctionne sur cette terre. Une vie en société, des communautés, des échanges, l'empathie. Et alors c'est peut-être ça qui me rend optimiste. C'est le fait de se dire que finalement, la seule chose que je peux changer, c'est ce sur quoi j'ai le pouvoir. Sans chercher à vouloir convaincre. En fait, le seul que j'ai à convaincre, c'est moi-même. Et c'est un mouvement d'expansion qui partira de l'intérieur pour aller toucher l'extérieur, pas l'inverse. Tous ceux qui sont en colère, je sais pas, de lire le livre que je viens de lire. Le pouvoir du moment présent, ça aide. Je pense que passer à côté de sa vie, à faire un truc qu'on n'aime pas voir ses gosses grandir, ça n'a pas de sens, quoi. Ça sert à rien de vivre si c'est pour faire des trucs, si c'est pour avoir une vie que t'aimes pas. Je préfère prendre le risque de perdre quelque chose, mais au moins, j'aurais pas de regrets, quoi. Hier, par exemple, j'ai fait à manger à Nico et au petit, et j'ai fait un bœuf bourguignon et une purée maison. Mais c'est l'ingrédient magique que tu mets dans quelque chose, l'amour que cette intention que tu donnes, qu'ils vont s'en rappeler toute leur vie. C'est pas dans le robot que tu l'as.
Tu comprends? Je pense pas qu'il y ait une seule solution. Je pense que c'est plein de petites solutions qui conviennent à plein de petites personnes et à plein de petits projets. En tout cas, refaire du lien entre les gens, tout le monde est hyper individualiste, tout le monde est branché sur son téléphone, il y en a qui voient personne. Ah non. Si déjà les gens se parlaient et se rencontraient, le monde irait quand même beaucoup mieux. Ah bah oui. Repartir de rien. Ça, c'est une notion qui est sympa, repartir de zéro. Beaucoup de personnes ont peur de ça, de repartir de rien. Et en fait, ce qui est bien de partir de rien, c'est que tu ne peux que grandir, en fait. Pour avoir validé ma démission et être sûre de sortir du système, je me sens libre, je me sens légère et pour l'instant, je me trompe peut-être, mais j'ai aucune inquiétude à l'horizon. Mais je pense que cette partie qui ne se pose pas les questions et qui vit tranquillement dans le mensonge en pensant que le mensonge n'est pas en fait, mais qui se ment à elle-même, elle suivra le reste. Mon souhait, c'est qu'on soit le plus nombreux à basculer de l'autre côté. Pour que ce qui reste en fait prendra le train en route, quoi. Il n'y aura pas le choix. Voilà mon modeste hommage à toutes les personnes qui m'ont fait du bien. Ce film, Le ciel a tout filmé, c'est né d'une chanson qui dit que le jour viendra où nous serons des milliers. Je crois que ce jour est arrivé. Où le vent se lèvera et nous serons des milliers. La nuit vous étranglera et sur vos corps allongés les roses viendront pousser. Vous vous souviendrez de moi au moment de votre souffle dernier. Vous vous souviendrez du jour où vous avez mis ma tête à couper. Vous vous souviendrez peut-être, mais le monde vous aura vite oublié. Car il se souviendra de nous si l'histoire ne nous a pas effacés.